Il y a des histoires qui laissent une empreinte indélébile, des histoires où chaque détail compte, où chaque silence cache une vérité insupportable. Ce que vous allez découvrir ici, c'est l'une de ces affaires. Une affaire qui a bouleversé la France entière, une affaire que beaucoup pensaient connaître, mais dont les profondeurs n'ont jamais vraiment été explorées. Avril 2003, le Grand Bornand, en Haute-Savoie, un village de montagne paisible, niché entre les forêts et les sommets enneigés, un endroit où l'on vient pour souffler, pour oublier le bruit du monde, pour être en famille. Le samedi 12 avril 2003, un taxi dépose un adolescent devant un chalet luxueux. Il s'appelle Mario Leblanc, il a 14 ans. Il vient passer quelques jours de vacances chez sa mère. Sa mère s'appelle Graziella Ortolano. Elle vit ici avec son compagnon Xavier Flactif et leurs 3 enfants. Sarah, 10 ans, Laetitia, 9 ans, Grégory, 7 ans. Mario frappe à la porte. Personne ne répond. Il attend. Toujours rien. Il fait le tour du chalet. Aucun signe de vie. Le réfrigérateur est plein. Un repas semble prêt sur le plan de travail. Les affaires de toute la famille sont là. Mais la famille, elle, a disparu. Mario prévient les voisins. Les voisins alertent la gendarmerie. Les premières heures, on cherche des explications rationnelles. Peut-être un accident de montagne, peut-être une fugue, peut-être une fuite organisée. Car Xavier Flactif n'est pas un homme comme les autres. Xavier Flactif est un entrepreneur ambitieux. Originaire des Antilles, il s'est construit seul. Il a d'abord exercé dans le nord de la France. Des affaires immobilières parfois douteuses, des clients mécontents, des dettes laissées dans son sillage. Puis il est arrivé en Haute-Savoie, avec Graziella et leurs enfants. Un chalet de 300 mètres carrés sur 4 niveaux. Une façade de succès. Une vie qui fait rêver et qui fait jalouser. Dans le village, les rumeurs partent vite. Les mauvaises langues murmurent que Xavier aurait fui à l'étranger, qu'il aurait escroqué trop de monde, qu'il s'est enfui avec femme et enfants pour échapper à ses créanciers. Les enquêteurs n'écartent aucune piste, mais quelque chose cloche. Un homme qui prend la fuite ne laisse pas le dîner en préparation. Un homme qui fuit ne laisse pas le frigo plein. Un homme qui s'enfuit ne laisse pas les jouets des enfants soigneusement rangés. Le 20 avril 2003, 8 spécialistes de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale arrivent au Grand Bornand, l'IRCGN, la police scientifique d'élite de la gendarmerie. Parmi eux, Philippe Esperanza, expert en morpho-analyse des traces de sang. Un homme qui déchiffre les scènes de crime comme d'autres lisent des pages d'histoire. Ils entrent dans le chalet. Tout est propre, trop propre, méticuleusement rangé. Aucun désordre apparent. Mais Philippe Esperanza sait que le désordre peut se cacher sous les surfaces les plus lisses. Son équipe sort un produit révolutionnaire, le Blue Star, un révélateur chimique qui fait apparaître les traces de sang même lavées, même effacées, un produit qui fait parler les murs. Les techniciens aspergent les surfaces et la réaction commence sur les murs, sur le sol, dans l'escalier, dans la cuisine. Le Blue Star révèle une catastrophe dissimulée sous une propreté de façade. Du sang, partout, des projections, des taches, des traînées que les yeux ne pouvaient pas voir mais que la science révèle inexorablement. Philippe Esperanza analyse chaque trace, la forme des projections, la hauteur des éclaboussures, la direction des impacts. Chaque tache de sang raconte une histoire que le meurtrier croyait avoir effacée. Il identifie 5 zones précises dans le chalet. 5 zones où le sang indique la mort d'une personne. 5 zones. 5 membres de la famille Flactif. La conclusion est implacable. Il ne s'agit pas d'une fuite, il s'agit d'un massacre. Les experts prélèvent tout. 367 scellés sont envoyés au laboratoire de l'IRCGN. Des fragments de dents de lait, une douille de petit calibre, ciseaux 35 mm, des cheveux, des fibres, des empreintes. Sur les 6 profils ADN retrouvés dans le chalet, 5 appartiennent au Flactif. Le 6e est celui d'un inconnu, un homme qui n'est pas dans les fichiers. La chasse aux fantômes commence. La Toyota 4x4 de Xavier Flactif est retrouvée le 13 mai, abandonnée sur un parking de l'aéroport de Genève. L'intérieur a été lessivé. Le tapis du coffre a été découpé au cutter.
Quelqu'un a voulu effacer des traces, mais quelqu'un a raté quelque chose. Des petites taches suspectes sont détectées à l'arrière du véhicule, des taches que l'œil humain ne voit pas, mais que la science identifie. Les enquêteurs élargissent le périmètre de leurs investigations. Ils interrogent l'entourage, les voisins, les amis, les relations professionnelles de Xavier Flactif. 120 hommes acceptent de comparer leur ADN à celui trouvé sur la scène de crime. Un à un, patiemment, méthodiquement. Et dans ce contexte tendu, un couple attire l'attention, pas vraiment par discrétion, plutôt par le contraire. David Otia et Alexandra Lefebvre. Lui est mécanicien, il a 31 ans. Originaire du Pas-de-Calais. Elle est l'ancienne femme de ménage des Flactif. Ils sont locataires d'un chalet appartenant à la famille. Ils sont voisins des Flactif depuis 2001. Quelques jours après la disparition, ce couple accepte de parler aux médias, dans l'émission 7 à 8 sur TF1. Devant les caméras, Alexandra Lefebvre égrène les reproches. Elle parle de leur propriétaire avec dédain. Elle dit qu'il était fort en gueule. Elle mentionne des loyers payés au noir, des travaux inachevés. Elle véhicule des rumeurs sur le mode de vie des Flactif. Elle sourit. Ce sourire, les enquêteurs ne l'oublient pas. Ce sourire les interpelle. Cette aisance devant les caméras trouble les gendarmes. Ce couple parle d'une famille disparue avec une désinvolture qui sonne faux. Une haine trop affichée, trop assumée. Les enquêteurs décident de les mettre sur écoute. Les enregistrements commencent. Et très vite, ils révèlent des informations troublantes. Le couple Otiat est en contact régulier avec deux autres personnes, Stéphane Haremza et son épouse Isabelle, eux aussi originaires du nord de la France, eux aussi installés en Haute-Savoie depuis peu. Des échanges suspects, des sous-entendus, des silences qui en disent long. Début juillet 2003, les prélèvements ADN sur l'entourage avancent et le 6e ADN trouvé dans le chalet est enfin identifié. Il appartient à David Otiat, ce mécanicien qui souriait devant les caméras, ce voisin qui scrutait avec des jumelles les allées et venues des experts dans le chalet, ce locataire qui débordait de haine envers son propriétaire. La gendarmerie prend son temps, elle accumule les preuves, elle peaufine le dossier. Le 16 septembre 2003, les 4 suspects sont interpellés simultanément. David Otiat, Alexandra Lefebvre, Stéphane Haremza, Isabelle Haremza. Dès les premières heures de garde à vue, David Otiat craque. Moins d'1 heure après le début de l'interrogatoire, il avoue le quintuple meurtre. Il avoue avoir tué seul. Il dit avoir agi sur un coup de sang. Il prétend que tout a commencé par une explication avec Xavier Flactif. Selon ses déclarations, il s'est rendu dans l'après-midi du 11 avril au chalet. Une dispute éclate. Le ton monte. Un coup de feu part. Otiat affirme ne pas avoir voulu tirer, que l'arme s'est déclenchée toute seule, mais il ne peut pas laisser de témoin. Alors il poursuit. Il élimine Graziella, puis les 3 enfants, un par un, mais les experts ont fait leur travail, et leur travail contredit la version de Otiat. L'analyse de l'arme révèle que le pistolet de calibre 6,1 mm s'est rapidement enrayé. Il a tiré au maximum 2 balles. Pour 5 victimes, il a fallu autre chose, des objets contondants, de la force physique, de la détermination. Ce n'est pas un coup de sang, c'est un acte prémédité. Les témoignages du couple Haremza apportent un éclairage supplémentaire. Selon eux, Otiat nourrit l'idée de tuer la famille Flactif depuis janvier 2003, 3 mois avant le passage à l'acte. 3 mois où le projet a mûri, où il a été discuté, où des complicités se sont organisées. Il aurait eu l'idée après avoir regardé un reportage télévisé sur une autre affaire criminelle, l'affaire Stranieri, un crime qui en a inspiré un autre. Alexandra Lefebvre est considérée comme le cerveau de l'opération. C'est elle qui connaissait le mieux les Flactif. Elle avait travaillé pour eux, elle savait leurs habitudes, elle savait à quelle heure ils rentraient, elle savait comment entrer dans le chalet, elle savait comment effacer les traces. Mais elle n'a pas su effacer l'essentiel. Après les meurtres, Otiat charge les 5 corps dans la Toyota. Il roule de nuit, il se rend dans la forêt de Thônes. À quelques kilomètres du Grand Bornand, il décharge les corps, il les empile, il les incinère, un bûcher dans la forêt.
une tentative désespérée d'effacer une famille entière. Puis il revient au chalet. Il nettoie, il lave les murs, il frotte les sols, il découpe les tapis, il range tout à sa place. Un chalet trop propre, un chalet trop bien rangé. Un détail qui a mis la puce à l'oreille de Philippe Esperanza dès ses premiers pas dans les lieux. Des objets appartenant au Flactif sont retrouvés chez les Otiat, des DVD, du matériel informatique, un caméscope numérique, des téléphones portables, des souvenirs macabres d'une vie volée à toute une famille. Le procès se tient en 2006, devant les assises de Haute-Savoie. David Otiat est jugé pour quintuple meurtre avec préméditation. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, la peine maximale en France. Alexandra Lefebvre est condamnée à 10 ans de prison pour complicité. Stéphane Haremza a 15 ans. Isabelle Haremza a 7 ans. L'affaire Flactif marque un tournant dans les techniques d'investigation en France. C'est l'une des premières affaires criminelles médiatiques où le Blue Star est utilisé à cette échelle. C'est aussi l'une des premières où la morpho-analyse des traces de sang joue un rôle aussi décisif. Philippe Esperanza, pionnier de cette discipline en France, contribue à faire avancer la science criminelle nationale. Une tragédie qui fait progresser une science, une ironie cruelle que l'histoire garde en mémoire. Mais derrière les techniques, derrière les expertises, derrière les condamnations, il y a des visages. Sarah, 10 ans, avec ses lunettes dont un morceau de monture a été retrouvé dans le chalet. Laetitia, 9 ans. Grégory, 7 ans. Graziella, 36 ans. Xavier, 41 ans. 5 vies, 5 destins brisés par la jalousie, par la haine, par la cupidité d'un homme incapable de supporter ce que les autres possédaient. Pourquoi la jalousie? Car c'est bien elle, le mobile fondamental de ce crime. David Otiat regardait la vie des Flactifs avec une obsession croissante. Ce chalet de 300 mètres carrés, cette apparente réussite sociale, ce mode de vie qui lui semblait inaccessible. Il ne voulait pas simplement voler, il voulait effacer. Comme si détruire ce que l'autre possède pouvait combler le vide de ce qu'on ne possède pas soi-même. L'affaire pose aussi des questions sur les signaux qu'on ne voit pas, ou qu'on ne veut pas voir. Ce couple qui déborde de haine devant les caméras, ce voisin qui observe avec des jumelles les enquêteurs, ces comportements bizarres qui, pris isolément, peuvent en sembler anodins, mais qui, mis bout à bout, forment un portrait glaçant. Il y a aussi la question de Mario. Ce garçon de 14 ans qui arrive en taxi, qui trouve porte close, qui attend, qui espère, qui finit par appeler les secours. Ce gamin qui venait simplement voir sa mère et qui n'a jamais pu la revoir. Que devient-on quand on est à l'origine d'une enquête aussi bouleversante sans l'avoir jamais cherchée? Cette question reste sans réponse publique, mais elle hante l'affaire. 20 ans après les faits, l'affaire Flactif continue de fasciner. En 2023, l'IRCGN revient sur ce dossier dans le cadre du 20e anniversaire. Des experts témoignent de leurs souvenirs, de ce qu'ils ont vu dans ce chalet, de ce qu'ils ne peuvent pas oublier. En 2024, un téléfilm est diffusé sur France 2, intitulé « La vie rêvée des autres », une adaptation contemporaine de l'affaire Flactif, un projet qui veut explorer les mécanismes de la jalousie, l'effet corrosif des réseaux sociaux sur les envies et les frustrations. Ce téléfilm est rediffusé en février 2026, preuve que cette histoire n'a pas fini de résonner dans les consciences. En janvier et février 2026, la radio Ici Pays de Savoie publie une série de 2 podcasts inédits consacrés à l'affaire, intitulés « Les experts qui ont fait parler le chalet », des épisodes construits à partir de témoignages nouveaux, de la voix même de Philippe Esperanza, du directeur adjoint de l'IRCGN, François Daoust, des hommes qui ont travaillé sur cette affaire et qui n'avaient jamais vraiment tout dit, une façon de montrer que derrière chaque affaire criminelle, il y a des enquêteurs humains, des gens qui voient des choses horribles, et qui continuent quand même. Mais la question qui agite les esprits en 2026 est une autre. Elle est concrète, elle est urgente. David Otiat pourra-t-il bientôt sortir de prison? Condamné en 2006 à la réclusion criminelle à perpétuité. Incarcéré depuis septembre 2003, Otiat a aujourd'hui 52 ans. Après 22 ans derrière les barreaux, la loi française lui ouvre une possibilité. Depuis novembre 2025,
il peut formuler une demande de liberté conditionnelle. Une demande conditionnelle ne signifie pas une libération automatique. Le processus est long et encadré. Une commission spécialisée doit d'abord évaluer la dangerosité du condamné. Le procureur de la République doit être entendu. Un débat contradictoire est organisé devant le tribunal de l'application des peines. Plusieurs expertises psychiatriques sont nécessaires. Si la demande est déposée maintenant, la libération ne pourrait intervenir au plus tôt qu'au second semestre 2026. Rien n'est certain, rien n'est acquis, mais la possibilité existe. Et pour beaucoup, elle est insupportable. Mario Leblanc, ce garçon devenu adulte, les familles des victimes, les habitants du Grand Bornand, tous ceux qui ont suivi cette affaire avec effroi. Pour eux, l'idée qu'un homme ayant assassiné 5 personnes, dont 3 enfants, puisse retrouver la liberté est difficile à accepter. Elle ravive des blessures que le temps n'a jamais vraiment fermées. Pour l'instant, aucune confirmation officielle d'une demande de libération n'a été rendue publique. L'avocat de Otiat a simplement indiqué que la chose était envisageable. La justice suivra son cours, comme elle le fait toujours, implacable, froide. Indifférente aux émotions des uns et des autres, l'affaire Flactif reste une leçon sur la jalousie comme poison lent, une leçon sur ce que la haine peut produire quand elle n'est pas contenue, une leçon sur l'invisible, sur ce que la science peut révéler quand les mots échouent, sur ce que des experts peuvent lire dans une tache de sang que le coupable croyait avoir effacée. Xavier Flactif n'était peut-être pas un homme parfait, ses affaires immobilières étaient discutables. Sa réputation était entachée, mais aucune de ses erreurs ne justifiait ce qui s'est passé le 11 avril 2003. Graziella n'avait rien fait. Sarah, Laetitia et Grégory n'avaient rien fait. 3 enfants, 3 vies coupées nettes, 3 petits êtres qui voulaient juste grandir. Le Grand Bornand a repris sa vie. Les touristes continuent d'affluer chaque hiver. Les skis glissent sur les mêmes pentes enneigées. Les chalets fument dans le froid de la montagne. Et pourtant, quelque chose reste. Quelque chose dans l'air. Un murmure que les habitants portent sans jamais vraiment l'exprimer. La mémoire d'une nuit d'avril 2003 qui a tout changé. L'affaire Flactif. La tuerie du Grand Bornand. Un nom, une adresse, 5 victimes, un coupable, 3 complices. Et une France entière qui n'a toujours pas fini de chercher à comprendre. Comment des voisins ordinaires peuvent devenir des monstres? Comment la jalousie peut mener à l'irréparable? Comment un chalet trop propre peut cacher les preuves d'un carnage? Et comment la science, patiemment, un prélèvement après l'autre, peut faire parler les murs? Cette affaire ne finit jamais vraiment. Elle se prolonge dans les mémoires, elle se prolonge dans les dossiers judiciaires, elle se prolonge dans les questions de libération conditionnelle, elle se prolonge dans les podcasts, dans les téléfilms, dans les articles qui continuent de paraître plus de 20 ans après. Parce que certaines histoires refusent de se laisser enterrer, parce que certaines vérités demandent à rester vivantes, pour que les victimes ne soient jamais oubliées, pour que leur nom continue d'être prononcé. Sarah, Laetitia, Grégory, Graziella, Xavier. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a appris quelque chose, si elle vous a donné envie d'aller plus loin dans la compréhension des grandes affaires criminelles qui ont marqué notre pays, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Rejoignez cette chaîne, appuyez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche de notification. Chaque abonnement est un geste simple, mais chaque abonnement donne à cette chaîne la force de continuer, la force de raconter les histoires que personne ne doit oublier, celles des victimes, celles des enquêteurs, celles des familles qui attendent encore des réponses. C'est ensemble qu'on construit quelque chose. Alors rejoignez-nous, parce que la prochaine affaire sera tout aussi bouleversante, et elle vous attend déjà.